Merci de nous joindre sur Gain TV. Notre invité ce soir, c'est Mohamed Sambou, né à Dakar le 10 mai 1977. Il a vécu et travaillé en Belgique, en Angleterre et à Luxembourg pendant 22 ans. Il est titulaire des masters aux études commerciales, certifié Lean Management en méthodologie, organisation, performance et amélioration continue de process. Membre de l'ordre des experts en crédit management, CICM, Charters Institute of Credit Management, UK, détenteur d'une licence en coaching octroyée en Angleterre, avec plus de 15 ans d'expérience dans la gestion des opérations et transactions financières, dans l'industrie aéronautique, énergétique, pharmaceutique et digital musical, en rapport avec les multinationales européennes et américaines. Engagé et déterminé par une optimisation des process de management, il est aujourd'hui avec nous pour nous parler de sa préoccupation, la performance sur la performance de la productivité des systèmes basés sur le modèle de management et de leadership moderne axé sur le résultat. Sans plus tarder, on va vous faire venir notre cher frère, Monsieur Mohamed Samba. Soyez les bienvenus, cher frère. Bonjour, Monsieur Lenzonzo. Je suis très content de partager ce plateau avec vous. Je remercie le facilitateur, M. Abdoulaye Sambou, et permettez-moi de saluer tous les membres du grand mouvement La Relève, dont le président Mohamed Nabissou, basé en France, et le coordinateur national basé au Sénégal, Mohamed Lamine Sow. Je salue également tous les membres, tous les adhérents, tous les sympathisants du grand mouvement La Relève. Je salue toutes les personnes qui nous regardent. Je salue toutes les personnes de la diaspora. Je participe à l'émission depuis Luxembourg, la province de Luxembourg. Je vous remercie. Absolument, absolument. Écoutez, on a plus de 30 minutes ensemble. On va essayer de parler parce qu'il est question aujourd'hui de parler donc de la performance, du leadership et de l'atout qu'on a avec la diaspora africaine à l'étranger. Aujourd'hui, déjà aussi, il faut qu'on vous remercie et notre frère, M. Sambou, qui a donc permis cette rencontre. Et donc, lorsque vous regardez le climat des affaires, que ce soit lorsqu'on parle des affaires, il ne faut pas oublier que l'éducation, tout ça s'est fait partir. Lorsque vous voyez tout le potentiel que nos frères à l'étranger représentent, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut apporter au continent africain? Merci, c'est une excellente question. Je pense que je vais en profiter pour vous remercier vous aussi. Je pense que en tant que consultant, pour tout ce que vous faites sur l'éducation, le business et dans le domaine politique aussi. Voilà. Je pense que, comme vous venez de le dire, je suis président d'un mouvement qui s'appelle le Grand Mouvement La Relève, engagé en politique, et un mouvement qui a été créé au niveau de la diaspora et aujourd'hui qui a des représentations au niveau national du Sénégal. Pourquoi la création de ce mouvement? C'est tout simplement pour pouvoir participer, en quelque sorte, je vais dire, apporter notre pierre à l'édifice sur le développement du Sénégal. Voilà, étant des professionnels, voilà, nous avons pu travailler, exercer dans les multinationales, comme vous venez de le dire. Et c'est pour nous un honneur de pouvoir aujourd'hui mettre toutes nos compétences, je vais dire, au service de notre nation. Absolument, ça c'est une très bonne chose. Mais il me semble qu'il a fallu que vous
vous participez à la création ou vous créez ces mouvements-là, est-il nécessaire aujourd'hui de garder cette connexion avec le pays? Parce que, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que beaucoup d'entre nous, il y a cette erreur qu'on fait souvent. On pense qu'une fois on a ce bagage qu'on peut amener de l'extérieur, on peut justement tomber, répartir dans la société et puis amorcer les changements. Mais vous avez commencé à travailler avec des mouvements, créer certains mouvements dont vous êtes vous-même donc leader de ces mouvements, que vous allez nous donner un peu plus de détails. Pourquoi cette stratégie de, pendant que vous êtes encore à Luxembourg, travailler avec ceux qui sont au pays? Essayez un peu de parler un tout petit peu de ça. Oui, parce que nous suivons de près ce qui se passe en Afrique et nous sommes quelque part peinés de voir la situation actuelle de nos pays sur le niveau de pauvreté qui existe. Étant ici, et comme je viens de le souligner, nous participons aussi directement et indirectement, je vais dire, dans ces sociétés, au développement des organisations, des entreprises. Et la question qui nous revient le plus souvent, c'est pourquoi ne pas faire en fait ce qu'on est en train de faire ici en Europe ou aux États-Unis, de pouvoir aider en fait les populations. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons gardé cette connexion pour un peu s'imprégner de ce qui se fait en Afrique. Et le résultat qu'on en voit depuis l'indépendance, si je parle pour le Sénégal, de 1960 à aujourd'hui, nous voyons que nous n'avons pas beaucoup avancé. Voilà. Je pense que ce qu'il faut signaler aujourd'hui, la situation, la pauvreté, elle est de plus en plus aiguë. Il y a beaucoup de critères en fait qui nous permettent de le dire. Hein. Le Sénégal fait partie des pays les moins avancés. La dette a pris des proportions énormes. Le niveau du chômage est vraiment aujourd'hui s'aggrave de plus en plus. Donc, face à aujourd'hui tous ces fléaux, je pense que nous ne sommes pas aujourd'hui dans la possibilité de regarder tout ça, je vais dire. Il faut qu'on agisse, quoi qu'on puisse être au niveau de la diaspora. Nous devons aujourd'hui d'apporter, de participer, je vais dire, à la chose nationale pour au moins apporter, je vais dire, un lendemain meilleur pour la population sénégalaise. Il y a certains pays qui ont réussi quand même à faire valoir leur diaspora, des pays comme l'Inde. Et tout récemment, on voit les mouvements qui s'opèrent avec le Nigeria. Il semble que la diaspora de l'Afrique francophone n'a pas encore réellement saisi l'opportunité de mettre en œuvre, d'utiliser sa diaspora pour essayer d'amorcer donc ces changements. Tu penses qu'il y a un travail de fond qui doit sérieusement être amorcé pour réellement apporter le changement en Afrique, le genre de changement que nous voulons, parce que tu es dans le domaine de la performance, comment le leadership et tout le reste. C'est un peu de faire la connexion entre donc toutes ces activités, parce qu'au pays quand même on a quand même des personnes avec des aptitudes, mais sur le point de vue de la diaspora, comment on va synchroniser ça avec ceux qui sont au pays déjà, qui ont aussi des compétences. Nous avons des compétences aussi que nous apprenons ici et nous représentons une force. Comment est-ce que tu peux faire le tour de tout ça et puis tirer profit et surtout pour que l'Afrique tire vraiment profit tout en regardant les exemples, comme j'ai cité l'Angleterre, je veux dire l'Inde. Aujourd'hui, le Nigeria essaie de faire quelque chose, mais c'est un peu le monde anglophone, le Ghana aussi. Pourquoi l'Afrique francophone a du mal à démarrer dans ce sens? Oui, je vais juste compléter vos deux exemples. Je pense que l'Algérie est aussi sur la même lancée. Ils ont récemment créé en fait ce qu'ils appellent un secrétariat de l'État chargé des compétences à l'étranger. Et à ce titre, ils ont recensé plus de 25 000 élites experts aujourd'hui qui peuvent apporter leur contribution sur les programmes, les projets qui sont exécutés
sur place. Voilà. Pour revenir à votre question, je vais dire par rapport à tout ce qui est performance et productivité, si on en vient à la situation du Sénégal, la productivité aujourd'hui est d'un taux de 20% au Sénégal, ce qui est quand même très, très, très faible. Et malheureusement, par rapport à ce qu'on voit sur les discours politiques, ce n'est pas un débat qui est souvent mis sur la table. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent témoigner par rapport à ce qui se trouve sur des débats vraiment qui n'ont pas aujourd'hui leur place sur la violence qui se fait entre le pouvoir et l'opposition. Nous aurions aimé avoir des débats d'idées, des propositions, des solutions sur des problématiques telles que la productivité aujourd'hui qui est très faible de 20%. Pourquoi? Parce que si nous regardons un pays comme le Sénégal depuis 1960, tous les gouvernements qui se sont passés, je vais dire toutes les politiques qui ont depuis 1960 à aujourd'hui, le Sénégal est un pays à vocation littéraire. Nous avons voilà, beaucoup aujourd'hui de littéraires et je vais dire les propositions qui sont faites. Le plus souvent, il y a beaucoup de théories. On constate beaucoup de théories et moins de pratiques au niveau des projets et des programmes. Donc, c'est pourquoi nous avons axé, nous, au niveau du grand mouvement La Relève, sur le concret, le pragmatisme. Et qui dit concret et pragmatisme aujourd'hui fait appel à tout ce qui est méthode, process et organisation. Donc, c'est quelque chose, je vais dire, c'est un métier dans lequel j'évolue depuis plus de 15 ans, qui est d'abord une passion, qui se fait aujourd'hui à travers un savoir-faire. Et ce savoir-faire-là ne se retrouve pas au centre des débats politiques aujourd'hui. Donc, si vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on peut faire en termes de propositions, en termes de solutions sur ces problématiques-là, il y a un certain nombre d'astuces qu'il faudrait prendre en compte, comme ce qu'on appelle le co-development. Le co-development, c'est une intelligence en fait collective qui permet de trouver des solutions à des problématiques comme ce qu'on voit au niveau de l'éducation, au niveau du chômage, au niveau de l'environnement ou même dans le secteur de la santé. Et cela fait appel à beaucoup plus, je vais dire, en développement personnel, qu'on appelle du self-development, et aussi du critical thinking. Je m'excuse, je vais employer quelques termes anglais parce que, bon, la traduction n'est pas toujours aisée pour le français. Mais c'est des termes aujourd'hui atypiques, aujourd'hui qui ont tout leur sens et qui permettent d'avoir une optimisation dans les systèmes et les départements, les gouvernements pour pouvoir avoir un certain résultat. Donc, si vous voyez un pays comme le Canada, c'est des réflexions, je vais dire, continues qui se font pour essayer de trouver le modèle qui est adéquat pour pallier aujourd'hui à ce qu'on appelle ce monde de résilience. Nous sommes sortis d'une crise économique de 2008. La crise économique, le crash qu'il y a eu, la crise économique et financière de 2008. Là, nous en sommes au Covid de 2019. Donc, les ressources vont devenir de plus en plus rares. Et tous les gouvernements, ça, je pense que c'est même pas l'Afrique, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, tous les gouvernements, le souci principal, c'est comment contenir la croissance des dépenses tout en améliorant les résultats. Et pour cela, cela demande un savoir-faire, cela demande une rigueur, cela demande une méthodologie, cela demande une organisation qui incombe, je vais dire, au plus haut niveau, le gouvernement et tous les acteurs politiques. Vous avez touché un point important. Parlant de l'éducation, par exemple, je crois qu'il est très important de y mettre un peu d'accent parce que l'éducation va changer. Les méthodologies de l'éducation sont en train de changer. Et vous avez mentionné le self-development. Donc,
Ça rentre dans tout, hein. La façon dont on s'instruit aujourd'hui n'est plus de la même façon. On n'est pas obligé aujourd'hui d'être dans une classe A de classe pendant 9 mois, pendant 6 ans, juste pour apprendre quelque chose, ou bien la plus grande, la plus importante partie de ce qu'on veut apprendre, et parfois ailleurs, ou bien ça se passe seulement peut-être en 2 mois, en 3 mois. Donc, il va falloir que l'Afrique s'y met. Moi pendant bon, je sais que vous êtes l'invité, mais je voulais juste vous dire que pendant plus d'une décennie, je travaille comme un expert en éducation technologique. Et donc, cela nous donne ici aux États-Unis la possibilité de comprendre les mutations et comprendre où va l'éducation en même temps. Si vous prenez l'exemple de l'Afrique, 50 quelques pays, le Sénégal, le Gabon, si je vous demande de dire c'est quoi le rang de mérite, par exemple, du Gabon par rapport aux autres pays africains. En maths, il n'y a pas, on ne sait pas. En physique, on ne sait pas. En économie, on ne sait pas. Donc, c'est très difficile, par exemple, que mon enfant ait le bac aujourd'hui et puis de regarder une carte et dire, OK, le pays qui est en ce moment avancé dans une certaine matière, c'est par exemple le Congo, et qu'on va envoyer nos enfants au Congo. On n'a pas ce mécanisme-là. Il faudrait que ça change. Et pour que ça change, il va falloir aussi que nos gouvernants s'ouvrent un peu, hein, qu'ils voient la diaspora comme étant un atout et non toujours des personnes qui sont là pour chercher à challenger le pouvoir. Donc, je crois que c'est très important ces points et il faut vraiment insister là-dessus. Il faut vraiment insister là-dessus pour que les gens comprennent que tout ce que nous voulons, nous qui sommes dans la diaspora, c'est une sorte de coopération avec nos propres pays. Non seulement ces pays d'où nous sommes originaires, mais aussi d'autres pays voisins. J'ai envie d'aller au Sénégal et qu'on ne me regarde pas comme un Gabonais, donc qu'on me regarde comme un Africain qui a quelque chose, qui a de la valeur à apporter, par exemple dans ce système que je voulais, par exemple le système éducatif, par exemple, avec tout ce que j'ai comme potentiel et connaissance. Donc, c'était pour ajouter quelque chose à ce que vous étiez en train de dire, parce que c'est très, très, très important. Et il faudrait qu'on commence quelque part. Tout à fait. Et je vais ajouter quelque chose. Vous me faites penser aujourd'hui aux ressources humaines. C'est-à-dire, il y a un ratio, en fait, qui n'est pas toujours très, très bien connu par rapport aujourd'hui à la nécessité des pays d'être sur la voie de l'émergence. C'est le ratio d'experts, on va dire, par rapport à la population qui devrait avoisiner autour de 10%. Si vous prenez un pays qui fait plus de 50 millions d'habitants, aujourd'hui, il devrait y avoir au moins ce ratio qui permet de pouvoir rivaliser et de pouvoir accompagner les projets de développement. Vous prenez un pays comme la France, ils ont plus de 800 000 ingénieurs génie civils qui travaillent sur les projets de l'État. Si on en vient aujourd'hui au Sénégal, le Sénégal est un pays qui fait 250 voire 300 ingénieurs par jour, et pour un pays qui fait plus de 16 millions d'habitants. Donc, vous voyez que le ratio, il est très, très insuffisant, qui ne fait même pas 1%. Et nous nous sommes posé la question, comment est-ce qu'il faut faire? Le Sénégal est doté de ressources naturelles, ça tout le monde le sait, mais pour ces ressources naturelles, pour pouvoir les exploiter, il va falloir des ressources humaines. Et ces ressources humaines aujourd'hui se trouvent partout, je vais dire au niveau de la diaspora. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas les chiffres, je vais dire, de ces Africains, de Sénégalais, je vais dire la diaspora qui travaille dans des secteurs pointus qui devraient apporter leur expertise aujourd'hui sur les plans et projets. Donc, voilà, nous attendons aujourd'hui notre implication sur la politique, c'est ça. C'est vraiment essayer d'amener sur les débats aujourd'hui des idées, des solutions qui pourront pallier, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir une productivité qui est 20%, c'est inacceptable. Avec toute cette expertise que nous avons un peu partout aux États-Unis, au Canada, en France, dans les pays d'Afrique, nous ne pouvons pas nous permettre et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui d'avoir le rang que le Sénégal occupe, aussi bien pour le Gabon. Si vous voyez les 46 pays les moins avancés, à 90%, ce sont des pays d'Afrique. Et tous ces pays d'Afrique aujourd'hui sont regorgés de ressources naturelles et de ressources humaines.
Incroyable, incroyable. Mais écoute, avant de prendre, prendre une petite pause, nous sommes déjà à 20 minutes, ça passe trop vite. Je vais profiter de l'occasion pour saluer Aminata Ba qui nous suit. Merci Aminata Ba. Il y a aussi, voilà, bon, celui-là n'a pas mis son nom. On a aussi Sidi Sambou qui nous suit. Merci voilà, d'être connecté. Voilà, elle, Sidi, donc, Sambou parlait du secteur de l'éducation comme étant un secteur sensible, mais tout à fait, ma sœur. Et il s'agit de mettre l'accent. On ne peut pas, l'Afrique ne peut pas sortir de là sans prendre l'éducation au sérieux. On va prendre une petite pause et on revient avec notre cher frère, donc Mohamed Samba. OK, Sambou, dans un instant. Je vous rappeler que vous êtes donc en direct. On a avec nous Mohamed Sambou qui est là pour nous parler donc de l'expertise lorsqu'il s'agit donc du management, du leadership et tout ce qui va avec. On va donc de l'éducation à la politique et aux affaires. Alors, si vous êtes en direct, vous pouvez poser vos questions directement. Et M. Sambou, si on a encore du temps, parce qu'il n'a vraiment pas assez du temps. Cette émission a été designée pour 30 minutes. On est déjà à 22 minutes. On va essayer de faire le maximum, de dire ce qui est important et puis bon, peut-être de répondre à certaines questions. Lorsqu'on prenait la pause, vous savez, la raison pour laquelle la Chine a pris le dessus sur les pays, certains pays comme les pays développés, hein, y compris les États-Unis. Lorsque vous dites ici aux États-Unis, faites venir des ingénieurs, on peut, on peut vous remplir l'immeuble peut-être de 30 étages, hein, rempli des ingénieurs. Mais lorsque vous allez en Chine et que vous posez la même question, c'est tout un stade qui se présente. Et le résultat, aujourd'hui, ça se voit. Lorsque le Covid est arrivé, ces gens-là ont construit des hôpitaux en moins d'une semaine, un mois. C'est ça. Donc, la capacité de mettre notre capacité à prendre l'éducation au sérieux est tellement capitale qu'on ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Sambou? Grand défi. Je pense que c'est le plus grand défi sur l'éducation qui a été, je vais dire, quelque part porté du système quelque part colonial. Hein. Il y a une façon quelque part de voir les choses à tel point que ce que j'ai développé, le critical thinking, on ne le permet pas souvent. Voilà, on accepte les concepts, on accepte les idées telles que conçues, mais nous ne nous diversifions pas en fait tout ce que nous voulons faire. On suit d'habitude les mêmes orientations, les mêmes projets. Et quand on sort un tout petit peu du lot, on te catalogue comme une personne qui est un peu marginale. Voilà, donc je pense que le travail qu'il faudrait faire, c'est de réformer, de modifier en fait le système, je vais dire, d'analyse par rapport aux concepts que nous avons. L'éducation, quelque part, subit des contraintes, je vais dire, au niveau éducationnel et institutionnel. Et il faut revoir tout ça. Et il faut revoir tout ça, être beaucoup plus, je vais dire, focalisé sur le concret, être beaucoup plus focalisé sur la réflexion et surtout le débat. Et cela se traduit même par rapport à nos leaders politiques. Si vous voyez au niveau des partis, la critique n'est pas bien perçue. Nos leaders n'aiment pas souvent, en fait, ces débats d'idées, je vais dire, aujourd'hui, qui doivent pousser, je vais dire, à avoir une solution, je vais dire, efficace pour tout ce qu'on fait sur les plans et programmes. Donc, c'est cette attitude, en fait, qui ne nous permet pas aujourd'hui de je vais dire, de sortir. Sans te couper, tu penses que la démarcation qu'on voit dans les pays de l'Occident, c'est aussi ça, la capacité d'être flexible, écouter l'autre, comme les Américains disent, disagree without being disagreeable. Vous pouvez diverger dans la façon de la méthode, mais parfois vous abondez dans le même sens, ou bien que ça soit normal que quelqu'un puisse dire je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi est-ce qu'on trouve des difficultés une fois on dit quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir, vous devenez l'ennemi numéro un du système. Est-ce que ça contribue au fait que
nos pays prennent un coup en termes de frein au développement. Oui, cela se traduit par ce que j'ai appelé le self-development, c'est-à-dire aujourd'hui, en tant que leader, on ne peut pas se suffire, je vais dire, d'une formation académique. À certains niveaux de responsabilité, il y a quand même, je vais dire, un questionnement, je vais dire aujourd'hui, sur l'analyse, sur les prises de position qui doivent se faire. C'est tout un tas de travail qui doit se faire en équipe et qui permet aujourd'hui d'optimiser sur les futures décisions qui vont impacter, je vais dire, la société. Au niveau de l'éducation, c'est quelque chose, nous avons la chance quelque part de venir ici en Europe et c'est à travers les formations, à travers les entreprises, à travers, je vais dire, notre volonté de pouvoir se surpasser que nous en sommes arrivés là. Mais sur, je vais dire, l'éducation, sur le modèle qui est proposé, je dois dire que je suis aussi entrepreneur. Si vous faites des appels à candidature par rapport aux personnes qui postulent, vous voyez nettement qu'il y a un décalage entre les profils qui sont énoncés souvent sur le CV et leur connaissance intrinsèque, je vais dire, par rapport au travail. Donc, voilà, c'est quand même un gros chantier, je vais dire, pour l'éducation, de revenir aujourd'hui à quelque chose qui peut nous donner une meilleure lecture ou de meilleures aptitudes, je vais dire, à pouvoir aujourd'hui participer, à pouvoir prendre des décisions qui pourront avoir, je vais dire, des impacts positifs sur la société. Vos activités au niveau du pays. Alors, vous avez parlé de quelques activités, quelques actions que vos mouvements, parce qu'il faut dire que vous avez plusieurs, quels sont des genres d'actions qu'ils ont commencé à poser au niveau du pays qui peuvent peut-être donner une vision. Je vais dire, dites-nous un tout petit peu, est-ce qu'il y a déjà des activités qui, de manière palpable, que les gens puissent commencer à réfléchir, ou peut-être voir et dire que oui, bon, on a quelqu'un qui commence à faire quelque chose. C'est quoi ces genres d'activités que vous menez sur place au pays? Oui, d'abord, je vais dire, nous avons créé une entité associative pour des œuvres caritatives. Donc, nous avons eu à accompagner des centres d'établissement dans la formation professionnelle. Au niveau de l'éducation aussi, nous avons eu à faire des entraides pour des lycées d'excellence qui sont à hauteur de 70% de réussite au baccalauréat. Et en ce qui concerne le mouvement politique, nous avons entamé quelques initiatives dans le cadre de ressassement des cadres qui sont au niveau de la diaspora et de produire ensemble des projets structurants tant sur le domaine de la finance, de l'industrialisation, de l'environnement, de la santé, de l'informatique. Voilà, donc nous essayons à notre niveau de nous préparer pour travailler ensemble et essayer de trouver les voies et moyens pour apporter des solutions pragmatiques, je vais dire, par rapport à ce qui se fait au Sénégal. Absolument. Je vais lire ici ce que M. Abdoulaye Sambou parle de solutions pour le développement au Sénégal, la décentralisation pour la création de nouvelles villes dans toutes les régions du Sénégal et s'est focalisé sur le transfert de technologie. Ça, c'est un point quand même valable. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Oui, aujourd'hui, en fait, dans les discussions que nous menons, c'est-à-dire les questions qui nous reviennent, c'est que faudrait-il faire avec tant d'échecs la corruption avec la corruption qui a atteint à des proportions démesurées. Mais les outils sont là. Au niveau de la technologie, je pense que M. Abdoulaye Sambou a donné des pistes. La technologie, la digitalisation aujourd'hui permet à distance de surveiller et de pouvoir faire des contrôles. Moi qui vous parle, je suis aujourd'hui entrepreneur et je gère des structures aujourd'hui à distance uniquement par la digitalisation. Les méthodes de corruption aussi, pourquoi en fait il y a autant de corruption au Sénégal, c'est parce que tout est manuel.
Donc, par rapport au système, l'administration qui est utilisée, aussi bien au niveau des polices, des gendarmeries, si nous digitalisons en fait tous ces aspects, il y aura une meilleure centralisation des données et moyens de contrôle beaucoup plus efficaces pour éviter en fait que certains systèmes échappent, je vais dire. De nous faire une conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit. J'espère seulement que vous comprenez que ça, ce n'est pas la dernière fois qu'on va vous inviter sur ce plateau. Soyez libre de revenir quand vous voulez. Donc, on laisse le choix et la possibilité de faire une petite conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit. Oui, je vais revenir juste sur ce que vous avez dit sur aujourd'hui, le bilan. Et nous disons tout le temps, la responsabilité doit être, elle incombe de qui? C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous avons, donné la possibilité à des leaders de gérer la cité et qu'ils ne nous rendent pas compte. Je pense que c'est une responsabilité globale où une certaine classe, en tout cas de la population, qui ne joue pas le rôle aujourd'hui au niveau de l'université, au niveau des cadres, au niveau en fait de ces personnes-là habilitées à, je vais dire, participer au développement du pays, surtout sur la chose politique. En tout cas, il est extrêmement difficile pour nous autres, et c'est un appel que je fais à nos compatriotes, aujourd'hui cadres, je vais dire experts, ingénieurs ou universitaires, vraiment de s'impliquer dans ce qui se fait dans la politique pour qu'on puisse au moins élever le débat sur les responsabilités des directions, sur les responsabilités au niveau gouvernemental, pour pousser les gens à beaucoup plus être, je vais dire, redevables par rapport aux missions qui leur sont proposées. Et plus il y en aura de jeunes engagés, plus il y en aura de personnes dotées de savoir-faire qui aujourd'hui ont leur opinion sur les projets, les programmes qui sont constitués, je pense que nous arriverons aujourd'hui à solutionner tous ces problèmes d'évaluation sur les projets qui sont confiés aux leaders politiques. Et je vais finir peut-être pour dire juste en deux mots, je vais dire les solutions qui pourront prévaloir, je vais dire, à renforcer ou à améliorer le taux de productivité qui est actuellement très faible au Sénégal. C'est l'utilisation des marchés, c'est encourager la concurrence, la reconception des services et des prestations par des mécanismes d'organisation, la mise en place, je vais dire, des systèmes de méthodologie aujourd'hui qui permet un outil de contrôle, je vais dire, et de suivi infaillible, et surtout, je vais dire, la technologie qui permet aujourd'hui de centraliser certaines opérations de façon très, très efficace. Un exemple très simple, le Canada a réussi à monter un centre de services partagé au niveau gouvernemental, qui est un outil très, très efficace, et je pense que c'est un modèle sur lequel il faudrait peut-être penser, réfléchir tous ensemble. Et la dernière des choses, c'est par rapport aux contraintes budgétaires qui nous vient aujourd'hui de la situation de Covid, à savoir maintenir aujourd'hui un niveau de dépenses, des niveaux de dépenses qui sont de plus en plus accrus par la démographie, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir un résultat, c'est de pouvoir tout simplement avoir cette capacité sur les choix et les arbitrages qu'il faudrait faire par rapport au plan, programme et projet. Et ceci ne peut se faire sans, je vais dire, l'accord quelque part aussi des populations, parce que nous voyons le gouvernement sénégalais a tendance à prendre de bonnes initiatives, à savoir les réductions sur les coûts parfois, mais avec un mauvais accompagnement, une mauvaise explication, ou je vais dire, ou en tout cas une communication qui n'est pas très efficace pour embraser un tout petit peu ces politiques-là et les faire accepter par la politique. Donc l'un ne va pas sans l'autre.
les politiques, c'est bien, les engagements, c'est bien, les initiatives, c'est bien, mais après, il faudrait pouvoir, dans un ensemble, essayer de convaincre toutes ces bonnes politiques qui sont faites et qui devraient être, je vais dire, exécutées et devraient être, je vais dire, compris et acceptés par le peuple. Absolument, chef frère. Je crois que vous avez fait bon usage de vos 30 minutes ici avec nous à Talk to Me, cette émission de Gain TV. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec vous au long de cette émission. Je crois que vous avez donné le meilleur de vous-même en expliquant exactement. Ce n'est qu'un début. Hein. Je crois que on aura une séance de ce genre de conversation. C'est très important parce que les jeunes africains doivent continuer à se retrouver et puis essayer de penser l'Afrique comme un tout et non séparément, parce que un pays comme le Gabon, je ne vois pas comment un pays de 2 millions d'habitants peut aller négocier un contrat avec une Chine qui est à 1 milliard de personnes. C'est quel genre de... Alors que si on devient un seul bloc, un seul pays, non seulement on va partir de 59e, 60, whatever, à peut-être 4e place dans le monde entier. Et à partir de là, comme un bloc, on pourra s'imposer dans le monde en termes de leadership. Donc, c'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous ici à Gain TV. On vous remercie de toute l'expertise que vous avez apportée, la connaissance et la lumière. On espère seulement vous retrouver une prochaine fois. Merci encore. Je vous remercie, M. Lenzonzo. OK, absolument. Et à la prochaine.